Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Rhumato, le podcast de la Société française de rhumatologie. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur une actualité scientifique importante avec un focus sur les nouvelles recommandations SFR concernant la pseudopolyarthrite rhizomélique ou PPR. Pour décrypter ces recommandations, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Daniel Wendling, rhumatologue. Bonjour professeur. Bonjour. Professeur, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le sujet de ces nouvelles recommandations SFR 2024 ? Pourquoi avoir travaillé sur la PPR spécifiquement cette année ? Eh bien, le sujet de ces recommandations, c'est la prise en charge globale de cette maladie. Et pourquoi s'intéresser à cette maladie ? Pour plusieurs raisons. D'une part, c'est une maladie inflammatoire rhumatologique qui est fréquente, 0,7% de la population au-delà de 50 ans, dont le traitement repose essentiellement sur la corticothérapie, la cortisone. Mais le constat actuel, c'est que les doses cumulatives de ces corticoïdes sont trop importantes et donc vont exposer à des effets secondaires sur une population qui est déjà un peu âgée avec souvent des comorbidités. Et puis, il y a eu des éléments nouveaux avec des progrès dans l'imagerie, notamment le TEP scanner qui peut être utile dans certaines situations. Et puis, l'apparition également de nouvelles options thérapeutiques qui peuvent faire envisager des traitements d'épargne cortisonique et donc avec objectif de réduire finalement la dose cumulative de corticoïdes. Donc tout ceci justifiait que l'on fasse des recommandations françaises qui n'existaient pas jusqu'alors, et les recommandations européennes dataient de 2012, donc il y avait vraiment là de quoi travailler. Alors entrons maintenant dans le cœur des recommandations. Quels sont les éléments clés à retenir pour les professionnels de santé qui prennent en charge des patients atteints de PPR ? Alors les éléments clés là aussi sont de plusieurs niveaux. Le premier, c'est déjà de bien considérer que la PPR fait partie d'un groupe de maladies avec l'artérite à cellules géantes, la maladie de Horton, et il existe effectivement une association fréquente de ces deux pathologies. D'autre part, l'autre impact important et élément clé, c'est l'utilité d'une prise en charge précoce et rapide de la maladie pour éviter justement que l'inflammation s'installe et avec des conséquences ultérieures. Et puis, l'importance du bilan initial, d'une part pour confirmer le diagnostic, d'autre part pour s'assurer de l'absence ou de la présence de signes d'artérite à cellules géantes. Et puis le dernier élément clé, c'est avoir une dose cumulative de corticoïdes la plus faible possible. C'est vraiment le moteur de ces recommandations. Pourriez-vous nous parler des recommandations sur le diagnostic, en particulier les diagnostics différentiels, les signes qui doivent évoquer une artérite à cellules géantes et dans quel cas faire les examens complémentaires ? Alors le diagnostic est une étape importante parce que il n'y a pas de gold standard, il n'y a pas un marqueur biologique spécifique de la maladie comme on peut avoir les anticorps anti-CCP pour la polyarthrite rhumatoïde par exemple. Et donc le diagnostic, il est fondé essentiellement sur des éléments cliniques et la présence d'un syndrome inflammatoire, une CRP élevée. Donc les éléments du diagnostic différentiel sont importants et les diagnostics différentiels possibles sont nombreux. Ça peut être d'autres maladies rhumatologiques, ça peut être une polyarthrite rhumatoïde à début tardif, à début rhizomélique, ça peut être une spondylarthrite à début tardif, ça peut être également des arthrites microcristallines, notamment la chondrocalcinose, ça peut être des maladies auto-immunes, notamment des myosites et autres maladies auto-immunes. Ça peut être également parfois, devant des signes généraux importants, la discussion avec une néoplasie sous-jacente qui parfois est associée à un syndrome de PPR. Et puis, de façon beaucoup plus fréquente, les affections dégénératives. Si on a une rupture bilatérale de la coiffe des rotateurs, on peut avoir une symptomatologie au niveau des épaules qui est plutôt mécanique, il n'y a pas de syndrome inflammatoire biologique, mais cliniquement, parfois, on peut se faire piéger. Et puis, il y a d'autres situations, la maladie de Parkinson, certains médicaments qui peuvent aussi donner des tableaux pouvant ressembler un petit peu à la PPR.
Alors la distinction avec ou la reconnaissance d'une artérite à cellules géantes est très importante, donc elle peut être déjà dépistée selon certains éléments cliniques qui représentent en quelque sorte des drapeaux rouges d'alerte. Ce sont des signes généraux importants, fièvre, amaigrissement. Ça peut être également des signes d'atteinte artérielle, notamment de l'extrémité supérieure des branches de la carotide, notamment des céphalées, une induration de l'artère temporale, une claudication intermittente de la mâchoire, également des troubles visuels, une amorose transitoire et d'autres éléments de ce type-là. Et leur présence doit faire évoquer une artérite à cellules géantes associée et donc déclencher d'autres procédures, notamment d'imagerie. Maintenant, pouvez-vous préciser le traitement initial, en particulier la dose de corticoïdes à recommander et le bilan de comorbidité à réaliser? Alors le bilan de comorbidité, il est important, on l'a évoqué tout à l'heure, pour dépister les affections susceptibles de se compliquer sous l'effet de la corticothérapie. Donc il faut bien sûr avoir à l'esprit la fréquence possible de l'ostéoporose dans ces tranches d'âge et notamment avec le risque d'ostéoporose cortico-induite. Donc une densitométrie initiale fait partie du bilan de ces comorbidités. Rechercher également les antécédents ou le terrain psychiatrique qui peut se décompenser sous la corticothérapie, les pathologies ou les facteurs de risque cardiovasculaires et métaboliques, notamment le diabète, également des éléments ophtalmologiques comme la cataracte, le glaucome, bien évidemment les risques d'infection, puisqu'on sait que la corticothérapie va décompenser potentiellement ces éléments, et puis rechercher un syndrome de fragilité, une diminution des capacités motrices, un amaigrissement, et ces éléments-là exposent aussi des patients à plus de complications. La dose initiale de corticoïdes, c'est habituellement la prédnisone, à la dose initiale de 0,2 à 0,3 mg kg par jour pour la dose initiale. Est-ce que vous pouvez nous parler du suivi, en particulier comment effectuer la décroissance de la corticothérapie, les moyens de suivi d'ASPPR et quand introduire les traitements ciblés? Alors le suivi, il est très important puisque la corticothérapie est programmée sur une durée de 12, éventuellement 18 mois. Et donc, après l'instauration du traitement, il faut s'assurer que l'on a une bonne réponse thérapeutique et s'assurer de cette réponse dans les 2 à 4 semaines après l'initiation du traitement. Et ensuite, on engage une décroissance progressive, tous les 15 jours d'abord, puis tous les mois, avec finalement comme repère aboutir à la dose de 10 mg par jour de prédnisone entre la semaine 4 et la semaine 8. Et ensuite, à partir de la semaine 8, à partir de 10 mg, on diminue d'1 mg chaque mois. Le suivi se fait sur des éléments cliniques et sur la CRP, regroupé dans un score qui est le DAS-PPR, qui regroupe la CRP, l'évaluation par le patient, l'évaluation par le rhumatologue, la durée du dérouillage matinal et les possibilités d'élévation des bras et qui permet de définir des formes contrôlées, des formes inflammatoires et des formes très inflammatoires. Et les traitements ciblés, c'est essentiellement actuellement les inhibiteurs de l'interleukine 6, mais d'autres traitements ciblés sont en cours d'évaluation. Ces traitements ciblés peuvent être utilisés à titre d'épargne cortisonique, après avis collégial, parce que pour l'heure, il n'y a pas d'AMM spécifique pour la pseudopolyarthrite rhizomélique concernant ces traitements ciblés. Et ils peuvent être envisagés exceptionnellement dès le début de la mise en route du traitement, lorsqu'il y a des comorbidités très importantes, avec donc des risques de décompensation de ces comorbidités sous corticoïdes, ou bien le plus souvent lorsqu'on est devant une situation de corticodépendance, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à diminuer la dose quotidienne de prédnisone en dessous de 10 mg notamment, et parfois même jusqu'à 5 mg.
Et enfin, professeur, est-ce que vous pouvez nous dire où consulter ces recommandations ? Alors ces recommandations sont en accès libre, donc elles peuvent être téléchargées directement à partir du site PubMed. Elles peuvent également être accessibles sur le site des revues, Joint Bone Spine pour la version anglaise et la revue du rhumatisme pour la version française. Et elles seront également disponibles en accès sur le nouveau site de la Société française de rhumatologie qui sera ouvert à partir de l'automne. Merci beaucoup, professeur Wendling, pour cet éclairage sur les recommandations SFR 2024 concernant la PPR. Merci à vous. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à la Minute Rhumato sur vos plateformes d'écoute préférées et à très bientôt pour un nouvel épisode.